merci d'accepter cette invitation à une interview virtuelle numérique sur Tripalio. Mais c'était l'occasion de faire le point avec la CPME qui est très active sur la question des pertes d'exploitation et de l'intervention des assureurs dans la gestion du coronavirus. Donc ça nous intéressait de savoir quel était votre état d'esprit général et d'abord si vous pouviez nous dire si vous avez d'ores et déjà des chiffres sur les pertes d'exploitation, les dégâts que ça a fait, le nombre de liquidations d'entreprises, notamment dans l'univers des PME. Alors, concernant les chiffres, non pas que je veuille évacuer cette question d'un revers de la main, mais je suppose que les actuaires des grandes compagnies d'assurance, pour qui c'est le métier de prévoir, ont cette estimation que d'ailleurs nous aimerions bien avoir. Une chose est sûre, c'est que lorsque des pans entiers de l'économie, je pense aux restaurateurs, sont victimes d'une fermeture administrative, je ne juge pas si c'est bien ou pas bien, c'est comme cela, eh bien, 0 recette, c'est 0 € d'exploitation et va se poser un problème extrêmement concret, c'est comment fait-on pour redémarrer quand vous avez un modèle économique qui ne vous permettra pas de rembourser tout ce qui a été décalé, hein. C'est pour ça qu'il faut pour ces gens-là, eh bien, avant tout parler d'annulation de charges et non pas de report. Et deuxièmement, comment vous faites pour redémarrer votre exploitation, parce qu'il faut encore puiser dans la caisse pour reconstituer le minimum vital qui fait que vous pouvez dans un restaurant ne serait-ce que alimenter les clients potentiels, hein, s'ils viennent, hein. Donc nous, ce qu'on a dans toute cette histoire, si vous voulez, dès le départ, à la CPME, on s'est dit, mais écoutez, il y a quand même des entreprises qui sont assurées. Je ne parle pas de celles qui ne sont pas assurées. Il y a quand même des entreprises qui sont assurées sur la perte d'exploitation. On avait tout de suite vu que le risque sanitaire n'était pas pris en charge pour un grand nombre d'entre elles, et d'ailleurs pour toute entreprise, n'était pas prise en charge par les assureurs au titre de la perte d'exploitation. Et nous, on a tout de suite posé la question, avec bienveillance, je le dis, avec bienveillance, hein, auprès des assureurs pour dire, écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas étudier la question parce qu'elle va se poser rapidement et vous avez vu ce qui s'est passé, hein. Alors, je pense très honnêtement que si les assureurs avaient anticipé cette question, comme on l'a demandé avec bienveillance, on éviterait de toute façon un risque systémique parce qu'on ne veut pas la mort des assurances. Nous sommes nous-mêmes assurés sur plein de domaines, on a besoin, entre guillemets, d'être sécurisé. Il ne s'agissait absolument pas de faire s'écrouler tout le système assurantiel de notre pays, mais tout simplement de regarder, peut-être à partir de plafonds, peut-être à partir de typologie d'entreprise, de taille d'entreprise, ce qu'on pouvait faire pour ceux qui étaient assurés et bien sûr les plus fragiles. Et du coup, cette demande, elle a été formulée dans quel contexte? C'est plutôt auprès des pouvoirs publics, auprès de la FFA? Alors, on a utilisé tous les moyens de communication, c'est-à-dire que nous en avons parlé au niveau de l'exécutif, nous nous sommes retrouvés très rapidement dans des réunions virtuelles, enfin elles étaient bien réelles, mais à distance, avec Bercy. Il y avait autour de cette table, il y avait la FFA, donc tout le monde était très au courant dès le départ, et on a même fait un communiqué de presse, hein, très rapidement pour dire, écoutez, voilà, ne nous oubliez pas, hein. Les banquiers, finalement, ont bien compris l'enjeu, parce que j'avais fait la même démarche auprès de la FBF, hein, la Fédération bancaire française, qui tout de suite a compris que si elle n'allait pas vers ses clients, demain, ça risquait de se régler à coups de fusil dans l'agence du coin, hein. Donc, ils ont tout de suite compris qu'il fallait prendre cette chose-là très au sérieux et surtout ne pas se planquer dans une situation telle qu'on la connaît, telle qu'on la traverse, parce qu'effectivement, c'était extrêmement anxiogène et du coup dangereux. Pour autant, les assureurs, à force de se faire, entre guillemets, tirer le bout de la manche, ont répondu à l'exécutif en donnant au fonds de solidarité d'abord 200 millions, et là j'ai appris que nous montions à 400 millions d'euros. Mais la grande difficulté, c'est bien de s'adresser au gouvernement, mais c'est encore mieux de s'adresser à ses clients. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que lorsque vous adressez au gouvernement qui gère pour la collectivité le fonds de solidarité, c'est une bonne chose. Mais le restaurateur qui, lui, auprès de son agent d'assurance local, a une réponse en disant on ne sait pas faire et on ne fera pas, ça ne lui suffit pas parce que déjà, il ne sait pas s'il va accéder potentiellement au fonds de solidarité qui, de toute façon, va se limiter à 1 500 €
par mois. Or, son coût d'exploitation ira bien au-delà, sa perte d'exploitation ira bien au-delà. Donc, il ne s'agit pas, là encore, de faire s'écrouler un pan entier de l'économie en mettant à plat le monde de l'assurance, mais tout simplement de regarder posément ce qu'on peut faire pour les plus fragiles. Regardez ce qu'a fait par exemple Allianz, il y a très longtemps déjà, en Bavière, dans le Land de Bavière. Il s'est organisé auprès de toute la chaîne de l'hôtellerie-restauration pour voir comment prendre en charge tout ou partiellement leur perte d'exploitation. On aurait voulu qu'il y ait cette démarche positive de la part de toutes les assurances. Alors, j'ai pu constater, comme vous, que très récemment, vous avez filiale du Crédit Mutuel Assurance qui est en train de regarder cela avec des chiffres. Hein. Et donc, nous, on a souligné, on n'a absolument pas fait de name and shame, c'est tout l'inverse qu'on a fait à la CPM, en disant, regardez, il y en a qui arrivent, comme quoi, visiblement, quand on veut, on peut, et visiblement, il n'y a pas de risque systémique. Eh bien, prenons l'exemple de ceux qui font bien les choses, hein, qui sont proactifs pour bien faire en sorte de répondre à cette attente qui reste de toute façon très forte. Alors, ce qui risque de se passer dans toute cette histoire, et ce qui sera malheureux, c'est qu'au total, les assureurs risquent de dépenser beaucoup plus d'argent qu'elles n'auraient dépensé si elles avaient été proactives. Et deuxièmement, je ne suis même pas sûr qu'elles sortent, entre guillemets, avec une image favorable alors qu'elles auront donné beaucoup. Et ça, c'est regrettable. Et franchement, ce n'est pas la faute de la CPME. Mais là-dessus, la Fédération française des assurances, elle vous répond quoi? Ou elle a eu quel discours vis-à-vis de vous? Quelle négociation vis-à-vis de vous pour essayer de mettre un peu de liant? Il n'y a pas eu de négociation. Il n'y a pas eu de négociation, il y a simplement eu un coup de fil qui date d'à peine 8 jours. Je crois que c'était fin de semaine dernière, au début de semaine dernière, pardonnez-moi. Il y a tellement de choses qui se passent, mais qui date à peine plus de 8 jours. Hein, donc ça fait déjà longtemps que cette période a commencé, où, grosso modo, on m'a expliqué que les assureurs donnaient beaucoup au fonds de solidarité, que individuellement, beaucoup de compagnies avaient des initiatives personnelles, qu'elles continuaient à assurer la couverture des risques sans en percevoir aujourd'hui les primes, ce qui est certainement vrai, je ne le conteste absolument pas. Et moi, je lui ai dit, vous savez, on pourrait très bien, pour calmer tout le monde, eh bien, faire une liste à l'après-vert de ce que font chacun, et pourquoi pas communiquer en commun avec la CPME pour refaire tomber, entre guillemets, la pression. On m'a gentiment dit voilà, que la communication, elle se faisait au niveau de l'exécutif. Très bien. Mais comme je vous dis, c'est bien de répondre à l'État, c'est encore mieux de répondre à ses clients. Alors cela dit, vous parliez des banques et vous les citiez un peu un exemple, mais au-delà des effets d'annonce de l'univers bancaire au sens large, il y a quand même eu, dit-on, 30% de demandes de prêts garantis qui ont été repoussés par les banques, notamment au bénéfice de petites entreprises. Est-ce exact? Oui et non. Oui et non. Alors d'abord, vous savez, on peut avoir les meilleures idées du monde. Dans une période de guerre, si l'intendance ne suit pas, donc la logistique, eh bien, le front se trouve très vite isolé des bases arrières et il se fait laminer. Donc, il y a eu des initiatives très intéressantes de la part du gouvernement. Le prêt garanti par l'État en est une. Mais si l'intendance ne suit pas derrière, eh bien, autant vous dire que là, ça n'aurait servi à rien. Au contraire, ça aurait fait monter d'un cran supplémentaire l'angoisse. Donc, là où on a été très attentif, justement, c'est sur ces questions d'intendance. On a demandé à la FBF de vraiment réfléchir à ce que ce principe de prêt garanti par l'État soit le plus fluide possible et le plus direct possible. En clair, qu'on n'assomme pas sous une avalanche administrative et de garanties supplémentaires les chefs d'entreprise, surtout dans une période comme celle-ci, pour obtenir ce prêt, comme il s'indique, comme il s'appelle, garanti par l'État à 90%. Donc le risque reste tout à fait relatif pour les banques. Et au moins, à ce titre-là, faites en sorte que ça soit rapide, simple. Voilà. Un grand homme politique a dit « n'emmerdez pas les Français ». J'avais envie de leur dire « n'emmerdez pas les entrepreneurs hein. Vous êtes garantis par l'État. Voilà, faites le boulot ». Ils l'ont globalement fait. Alors après, vous savez, vous avez plusieurs milliers d'agences bancaires. Eh bien, c'est hétérogène. Il y a certains endroits, effectivement, où on a commencé à demander des garanties supplémentaires à l'entrepreneur, où on lui a demandé de faire des prévisionnels sur 2 ans, tamponnés par l'expert comptable. Ça me fait doucement rigoler, parce que faire un prévisionnel sur 2 ans dans le contexte actuel, ça vaut que dalle. Mais bon, il faut, vous savez, cocher les cases. C'est un petit peu comme dans certaines administrations. Et tout cela, la FBF l'a bien compris et a sans arrêt passé les messages en disant, écoutez, pour au moins les entreprises qui ont une cotation Banque de France 5+, 4 et 3,
faites en sorte que ce soit automatique. Je peux vous assurer, je l'ai vu, je l'ai constaté, que les messages à ce niveau-là ont été passés. Maintenant, il reste, entre guillemets, toute l'économie qui est un petit peu en zone grise. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui font moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires, elles n'ont pas une cotation directe Banque de France. Elles ont finalement le regard de leur partenaire financier, qui est souvent la banque locale. Et là, suivant le niveau de relation que vous avez ou pas avec votre banquier, ça se passe plus ou moins bien. Si votre entreprise est florissante, généralement, et qu'un modèle économique qui est viable, généralement, ça s'est finalement pas trop mal passé. Par contre, si vous aviez des difficultés avant, eh bien pendant, c'est très compliqué. C'est pour ça que ont été réactivées les cellules de médiation dans chaque département. On les a saisies. On a accompagné beaucoup de nos adhérents dans ces cellules de médiation et je peux vous assurer que pour certains d'entre elles, ça s'est très bien passé, y compris avec des cotations 6, où généralement, quand on est coté 6, ça se passe très mal. Là, on a réussi vraiment à sortir de l'ornière des entreprises et des petites qui étaient cotées 6. Malheureusement, il y en a certaines où nous ne trouvons pas de solution. Vous avez une sinistralité dans les bonnes années en France qui est autour de 50 000 dépôts de bilan par an. Je crains malheureusement que cette sinistralité, elle ne puisse qu'augmenter par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Et comme l'avait dit Bruno Le Maire, on ne sauve pas 50 000 entreprises dans des moments où tout est normal. Dans ce moment complètement anormal, comment aller sauver ces 50 000 entreprises qui de toute façon n'auraient pas été sauvées en temps normal? C'est très objectif, même si je suis tout à fait conscient, à travers de ce que je suis en train de dire, il y a des drames humains. Et c'est là où, au niveau de la CPME, on a dit il faut absolument rester très proche de nos adhérents, quand bien même ils ne sont pas adhérents d'ailleurs. Il faut les accompagner, les orienter vers des structures comme l'APESA, 60 000 rebonds. Bref, il faut que, humainement, on traite ce sujet. Votre dernière question, votre sentiment sur les semaines qui viennent? Reprise en V, reprise en YZ, longue dégradation de la situation? Vous savez, la reprise telle que je le vois, en fait, d'abord, je ne suis pas prix Nobel d'économie, donc je ne vais pas faire de plan sur la comète, hein. Mais moi, je trouve que cette période que nous traversons est très révélatrice de tous les verrous dont on a entouré les acteurs économiques de premier rang que sont les PME de notre pays. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que bouger le petit doigt est très compliqué. On s'aperçoit qu'on est enveloppé dans une technostructure depuis des années. On s'est laissé d'ailleurs envelopper. On a notre propre part de responsabilité, nous, qu'en patronal. Et que quand on traverse une situation exceptionnelle comme celle-ci, faire vite, faire simple, faire du bon sens, eh ben, on ne sait pas faire. C'est très compliqué. Je ferai une petite remarque. Depuis le début du confinement, quand vous feuilletez le journal officiel, vous avez quasiment 0 appel d'offres. Ne croyez-vous pas que c'est une chose qui puisse se faire en télétravail? C'est-à-dire que quand les choses vont reprendre, eh bien, tout ce temps perdu ne sera malheureusement pas rattrapable. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir un effet ciseau. On redémarre lentement, peut-être sûrement, mais en tout cas lentement. Et puis, lorsqu'on aura besoin de ce relais d'activité, eh bien, le temps qu'on a perdu et qu'on aurait pu gagner pendant ce temps-là ne sera pas rattrapé et on risque d'avoir du manque d'activité. Donc, de toute façon, ça sera compliqué, ne serait-ce que par nos lourdeurs. Et puis, si on veut reprendre, il faut un environnement qui mette tous les acteurs économiques en confiance. C'est quoi? C'est que, premièrement, pas de masque, pas de travail. Vous le voyez bien, c'est un appel de tous les Français. D'abord qu'on a tous entendu du corps médical. Et donc, je ne verrai pas pourquoi quelqu'un qui ne sort pas sans masque dans le cadre de sa vie normale pourrait aller travailler sans masque. Sans masque, sans protection individuelle, vous aurez énormément de mal à refaire travailler les Français. Donc, il faut des protections individuelles. C'est la première des conditions. Deuxièmement, il faut avoir un environnement qui mette tout le monde en confiance. Je ne sais pas si vous êtes en train d'assister à ce qui se passe actuellement, mais dans les EHPAD, dans des gens qui ont des petites sociétés, qui font du service à la personne, il y a des procès qui sont en route, parce qu'il y a des salariés qui ont attrapé le coronavirus. Ces employeurs n'avaient pas de masque. Auraient-ils dû, au départ, dire à leurs employés « Restez chez vous, n'allez pas faire la toilette de la personne âgée qui a un contrat avec nous pour qu'on assure sa continuité de service ?» Ça aurait été absolument ridicule et absurde. On a fait le travail. Et maintenant, tous ces gens-là, qui avec courage ont continué leur mission, on va les accrocher à je ne sais quel mur, tout cela tétanise toute l'activité économique. Donc, il ne s'agit absolument pas de s'affranchir de sa responsabilité quand on est patron comme nous,
mais il s'agit tout simplement de prendre sa responsabilité. Et on aime ça, prendre des responsabilités, mais que sa responsabilité. On ne peut pas être responsable d'une chose qui nous échappe. Il ne s'agit pas dans ce cas-là d'un risque professionnel, comme on les connaît. Il ne s'agit pas d'une chute en hauteur, ou de se casser un bras, ou de recevoir un marteau sur le casque. Là, il s'agit d'une question de santé, de vie ou de mort. Nous ne sommes pas compétents en matière de santé, c'est le corps médical qui l'est. Nous ne sommes absolument pas accompagnés sur ce champ-là. Eh bien, on ne veut pas non plus être les victimes expiatoires d'un système dont nous ne sommes pas responsables. Voilà. Il faut mettre tout le monde en confiance, que nous puissions protéger nos salariés. Ça, c'est un point crucial. Et que deuxièmement, on puisse protéger la personne morale qui est l'entreprise et la personne physique qui est le chef d'entreprise. Et là, les assureurs, je crois, comprendront bien ce dont je parle, parce que je pose une question. Est-ce que les entrepreneurs de France sont assurés sur la responsabilité, au niveau de la responsabilité civile sur le risque pandémique? J'en doute. Très bien. Eh bien, écoutez, cette affaire est à suivre. On vous remercie de votre participation et puis on vous dit à bientôt.